Et bien le bonjour les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour s'occuper cette fois-ci de la tier list du set 11, ma tier list du set 11 sur les cartes légendaires et les cartes super rares. Très rares en français, pour les francophones bien sûr. Alors j'ai testé pas mal de cartes, j'ai pas tout testé parce que j'ai pas eu assez de temps déjà, et puis surtout bon, il y a des cartes qui sont un peu moins intéressantes que d'autres et t'as forcément pas envie de t'y mettre. Bon, en sachant que c'est pas des cartes ultra fortes et que tu peux pas faire grand chose avec, bon, bah tu les laisses un petit peu tomber ces cartes-là, parce que tu sais que ça sera peut-être fort un jour, plus tard, mais pas maintenant. Alors on le rappelle, Givre Ressort c'est le set 11 de l'Orcana qui sort le 13 février dans vos boutiques de jeux locales, et sinon, dans vos boutiques de jeux spécialisées et locales, et sinon ça sera pour le 20 février sur la sortie mondiale et voilà dans toutes les autres boutiques en dehors des boutiques spécialisées. Bref, on va commencer avec la première carte. La première carte c'est Ohana means family. Donc, Ohana signifie famille en français. Bon, on va voir les cartes en anglais cette fois-ci, mais c'est pas grave. Celle-ci, ça vous permet de retirer tous les dommages d'un personnage et de piocher une carte pour chaque dommage qu'il avait sur lui. Alors, il y a le fameux débat de ouais, est-ce que Réponse c'était mieux ou est-ce que Ohana est mieux, machin machin. Ça n'a aucun rapport. D'un côté, pardon, c'était un personnage qui aurait à 2 qui était une 1-5, qui était limité à 3 cartes de pioche. Et là, vous avez une carte action qui coûte moins cher d'ailleurs que que le personnage, et qui peut vous faire piocher beaucoup plus que 3 cartes. Donc une action, beaucoup de cartes pour moins cher. Un personnage, 3 cartes pour plus cher. C'est pas la même chose, voilà. Donc c'est pas comparable. Vous avez d'un côté une bête, une présence sur le board, mais vous avez d'un autre côté un truc moins cher qui peut vous faire beaucoup plus piocher. Donc dans un sens ou dans un autre, ça peut être intéressant et ça peut vous aider pour pour avoir une stratégie précise. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. C'est deux choses différentes. Et Ohana, dans le circuit post-rotation, dans ce schéma-là, elle a toute son utilité. On a beaucoup de persos qui peuvent encaisser pas mal de dégâts. Ça change un petit peu la vision du deck build. On peut rajouter peut-être un peu plus de personnages qui tankent beaucoup de dégâts. On peut faire des trucs qu'on pouvait pas faire avant avec cette réponse. Donc c'est une carte très intéressante qui peut vous faire piocher énormément, et c'est plutôt une carte destinée dans les decks mid-range et contrôle, voilà, pour essayer de choper le maximum de cartes. Donc c'est fort. Je sais pas si je pourrais dire que c'est broken, mais c'est l'une des meilleures cartes de ce set, et c'est, je pense, l'une des meilleures cartes, dans le top 2 en tout cas, des meilleurs légendaires du set. Donc, cette carte-là, c'est automatiquement un S. Pour l'instant. Après, on verra si y a d'autres cartes qui peuvent être un petit peu plus fortes. On verra juste après. Donc ça c'est sûr, Ohana, pour moi c'est l'une des cartes, les meilleures cartes de cette extension. Ensuite, on a la Tinkerbell 3-3 pour 3 qui dit que ça leur a 1, qui dit que si vous avez 4 cartes en main, et ben elle a évasive, donc insaisissable, et quand vous avez 7 cartes ou plus dans votre main, et bien elle a 3 de l'or en plus. Donc c'est potentiellement un l'horreur à 4 insaisissable. Est-ce que vous allez réussir à le à réaliser ce truc-là assez régulièrement? Je le crains que non. Vous allez avoir au mieux une 3-3 qui aura 1 insaisissable pour 3. C'est comment dire? C'est intéressant, mais sans plus. Après, vous avez un bon combo avec une carte jaune. Je sais plus, je connais plus son nom en anglais et en français non plus. C'est un truc qui vous permet du 7-11. Et je crois pas que ce soit une super rare, je crois pas, je l'ai pas vu. Je crois que c'est une unco ou une rare, peu importe.
En tout cas, c'est une rare, je pense. C'est une carte qui vous dit que pour chaque personnage qui lore, qui part à l'aventure ce tour-ci, eh bien vous piochez une carte. Avec une carte comme ça qui coûte 4, vous avez moyen, peut-être si vous avez beaucoup de l'horreur, beaucoup de persos qui sont sur le board, notamment les exemples comme les deck dogs qui peuvent mettre 5-6 personnages facilement sur le board pour très peu d'encre. Bah, pourquoi pas, ça peut, voilà, vous faites cette action-là, vous piochez 4 cartes, et là vous en avez 7 en main, boum, vous avez une fée clochette qui a 4 de l'or et qui est une 3-3 évasive. Ouais, mais c'est plutôt chaud à réaliser, et quand vous l'avez pas, bah, ça fait pas grand-chose sur le board, donc je pense que prometteur, mais voilà, je la mets ici, en B pour moi, enfin, ça a pas tellement de... va pas tellement être fort, quoi. J'ai pas l'impression. En tout cas, dans les premiers tests que j'avais fait, quand je la sortais, c'était juste une 3-3 évasive. Qu'il aurait un. Voilà. On va passer à la bête, qui est une super rare également. Pour 2, vous avez une 3-1 qui a charge. Et qui dit que quand elle est dans un lieu, si vous faites un défi avec, et ben elle prend 0 dommage. Donc ça va avec son lieu d'ailleurs, le lieu château de la bête là. Ça peut marcher avec ce truc là. Ouais, c'est rigolo. Ça peut surprendre quand même le côté rush, le côté charge, du coup en français. Ça c'est toujours intéressant, mais je pense que. Ouais, je sais pas. On a quand même pour 2 un rush. C'est pas nul. C'est pas nul, c'est pratique. Donc au cas où, si on veut un deck un peu méchant qui tape tout le temps, ça peut être une bonne carte. Donc rien que pour ça, je la mets avec cette Tinkerbell. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On va avoir le Raging Storm. Alors ça, c'est la fameuse carte que... Il y avait beaucoup de spéculations là-dessus, il y avait beaucoup de rumeurs. Oh là là, le whiteboard, ça y est, on va en avoir un dans le 7-11 et tout ça, et on savait pas dans quelle couleur ça allait être. Et sur un live sur Discord, ils nous ont révélé la couleur qui allait l'obtenir. Et bien c'est le jaune, c'est la couleur ambre qui profite de à la fois la pioche et l'antibête de masse. Donc est-ce que jaune quelque chose, peut-être jaune bleu pour avec de la rampe pour accéder plus facilement à ce Raging Storm, est-ce que c'est le meilleur deck? Je ne sais pas, ça sera le sujet d'une autre vidéo peut-être que je vous sortirai sur la chaîne. En tout cas, dites-moi ça en commentaire, ce que vous en pensez sur cette bicolorité là. Est-ce que ça serait la meilleure bicolorité vu qu'ils ont, comme je le disais, la rampe, la pioche et le Vras dans le jeu? Je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que cette carte-là, c'est quand même le tier S. On verra ce que ça va donner dans la méta qui va arriver. On verra, peut-être que ça va pas trop être joué, etc. Mais je le crains. Je crains que non. Ça va être abusément joué. On a vu l'impact que Soyez Prête avait eu sur toute la méta précédente, sur la première partie de la méta, pré-rotation. C'était joué et archi joué. Donc là, vous avez, certes, c'est pas une chanson et ça coûte 1 de plus, mais dans une post-rotation, justement, où il y a une méta qui est un peu plus différente que celle qu'on a connue, bah, t'as peut-être toute sa place en fait, et ça peut tout à fait être joué dans ces decks jaunes. Maintenant, à voir ce que les decks jaunes et jaune quelque chose, en tout cas jaune bleu, ça me paraît bien. À voir ce qu'ils auront à fournir, enfin à proposer pardon comme power level. Ça va être déterminant à ce niveau-là quoi. Mais voilà, on l'a, le swipeboard est arrivé dans Disney Lorcana, encore un. Bon, on va passer à la suivante, c'est Angel. Alors là, c'est l'une des légendaires que je ne sais pas trop quoi en penser. C'est pas trop quoi en penser. C'est une 3-3 pour 4 qu'il aura 1.
Le temps que vous avez 0 carte dans votre main, elle a résiste +2. Ouais. Et une fois durant votre tour, vous pouvez discard une carte de votre main pour infliger 2 à un personnage de votre choix. Ouais. Je sais pas. Je sais pas du tout. Ça, c'est une carte que justement, j'ai pas testée. Pour l'instant, c'est pas la carte grise qui me donne envie de build pour l'instant. Parce que ce discard, les cartes qu'on pioche quand on est au top deck, ouais, bah, vous faites rien dans votre partie et finalement, bah, qu'est-ce que vous faites quoi, enfin, enfin, vous proposez rien à votre adversaire pendant que votre adversaire va jouer énormément de cartes à tous les tours et bon, il va peut-être vous gérer votre angel et vous êtes peut-être retiré 2-3 cartes de votre main inutilement. Bon, je sais pas. C'est peut-être fort contre des decks aggro qui auraient des persos qui soient assez faibles, des 1-1 ou des 2-2 quoi. Mais c'est tout quoi. Enfin, pour l'instant, j'en vois pas trop l'utilité, donc moi je mets directement cette carte tout en bas. Alors, on verra peut-être dans un futur proche ou lointain, je sais pas, qu'est-ce que ça pourra faire. Pourquoi pas. Mais pour l'instant, moi je pense que ça fera rien. Ensuite, on a une Pocahontas. Pocahontas, c'est pas la même chose. Pocahontas, c'est une carte assez balèze. Pour 2, vous avez une 3-2. Déjà, pour les stats, c'est déjà pas mal. Ça leur a 1, c'est cool. Bon, exceptionnel, mais ça leur a 1. Mais c'est surtout, ça se cumule avec sa capacité. Lorsque ce personnage part à l'aventure, donc vous gagnez votre point de lore qui est sur la carte, vous gagnez également du lore égal au lore qui est sur la carte de personnage épuisé que vous choisissez. Ce qui veut dire que vous pouvez choisir aussi bien les personnages que vous possédez, mais aussi ceux de vos adversaires. Donc finalement, si votre adversaire a une carte, oh là là, qui aura 4 sur son board et qui est épuisée, bah vous vous dites, je pars à l'aventure avec Pocahontas, tu vois, et je gagne 5 de l'or parce que je cible ton gars là. Donc c'est très fort, c'est très très fort le côté polyvalent comme ça qui peut un petit peu mettre en déroute votre adversaire, qui peut ah bah mince, je suis parti à l'aventure avec mon truc, mais j'avais pas vu que sa Pocahontas elle pouvait l'orer via mes persos et donc je perds la partie sur ça. Il y a des petites erreurs d'inattention. Quand j'ai fait des tests justement avec cette carte là, j'ai joué contre plusieurs personnes qui justement bah, avaient totalement zappé. Alors c'est le fait que ce soit une nouvelle carte, c'est normal qu'on connaisse pas tout, on n'a pas encore l'habitude de la voir, mais à chaque fois les adversaires que j'avais vraiment oublié le fait que ah c'est pas que les tiens, c'est aussi les miens. Donc ok, tu peux m'avoir là-dessus quoi. Donc dès lors que vous avez un loreur à 2 quelque part, ça lore à 3. Rien que pour ça, ça se met à peu près dans le même schmilblick que Nala, qui avait résistance et qui l'aurait à 3. Sauf que ça, elle est un peu plus offensive celle-ci. Vous avez moyen de, si vous avez voilà, un perso à 3 à côté, vous l'aurez à 4 avec un truc comme ça, c'est énorme. Donc même pour ça, pour moi, ça bat un petit peu la Nala. Donc sans hésiter, c'est une carte que je mets tout en haut parce que c'est très fort. C'est très très fort. C'est vraiment une carte qui m'a bien surpris. Alors quand je l'ai vue, je savais que ça allait être méchant, mais quand j'ai fait des tests, le lore passait très très vite. C'est vraiment c'est assez speed comme carte. Vous la complétez avec des Daisy ou des Miko. Oh, bah, la partie elle est pliée peut-être en allez, 4 tours, 5 tours au maximum quoi. Ensuite, on va avoir Nani's Payback. Nani's Payback, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça dit que c'est une action pour 4. Each opponent lose lore equal to the damage on chosen character of yours to a maximum of 4 lore each draw a card. Donc, vous allez sélectionner un personnage, un personnage que vous possédez, pardon, et vous allez dire bah il a 4 de dommages, ok, bah tu perds 4 de l'or et vous piochez une carte. Ouais,
c'est intéressant d'avoir ce genre de carte parce on a enfin, entre guillemets, le retour des cartes qui font perdre du lore à votre adversaire, et ça on en a beaucoup besoin, surtout surtout pour vaincre justement ces decks aggro qui peuvent sécher la partie en 4 tours. Donc on a énormément besoin de ces cartes là. Le problème c'est que ça, c'est pas une chanson déjà, et ça vous allez passer votre tour 4 ou tour 5, je sais pas, 6 à jouer un truc comme ça et ne rien jouer à côté, ou faites perdre du temps un petit peu à votre adversaire, mais vous gagnez pas la partie avec. Donc c'est pas exceptionnel. Les 2-3 fois que je l'ai joué, bon ça faisait. C'était cool sur le moment, voilà, tu perds 4 maximum, hein, maximum. Donc moi ce que j'avais réussi à faire c'était 3 maximum. 4 j'avais pas de carte assez costaud pour retenir autant, enfin pour faire retirer autant de l'or. Donc en fait, voilà, faire perdre 3 de l'or pour 4 et vous jouez rien à côté, mais pendant ce temps-là, votre adversaire il a mis encore une ou deux bêtes, et où il en a encore une ou deux sur le board, et que finalement il récupère son l'or que vous lui avez fait perdre, bon, ça fait que retarder l'inévitable. Donc c'est pas exceptionnel, c'est une bonne idée, mais voilà, c'est pas exceptionnel. Alors, je la mets dans le B, mais honnêtement, je pourrais même la mettre ici, quoi. C'était pas folichon, folichon. Après, c'est vrai que je l'avais pas rencontré ce truc-là, mais si vous avez le shark, si vous avez le requin, il y a peut-être moyen de le faire en boucle. Bon, ok, pourquoi pas. Je la mets en B. Elle est pas non plus mauvaise comme carte. Ensuite, on a le Tamatoa. Le Tamatoa, lui qui est assez costaud. Euh, pour 7, vous avez quand même une 6-6 qui aura 1, c'est cher, c'est très cher. Il y a le boost 2, ça c'est chiant parce que 1, ok, le 2, 2 c'est beaucoup, hein. C'est un peu cher quand même, t'as pas forcément envie de payer ça. Il a ward, il a hors d'atteinte, donc c'est plutôt chouette, ok. Et lorsque vous mettez une carte en dessous de l'un de vos personnages ou l'un de vos lieux, ce personnage gagne 1 de l'or ce tour-ci. Et c'est là où il y a un hic avec cette carte-là. C'est que l'ayant fait avec un vert bleu, je l'ai testé avec un vert bleu où tu avais cette histoire de Picsou qui peut mettre une carte sur chacun de vos personnages. Ouais, tu le faisais sur 2-3 persos. Ok, le bazar, il aura 4. Mais après, c'est tout, ça s'arrête là. Donc ça, c'est vraiment très mauvais. Parce que finalement, au lieu d'avoir une capacité qui aurait pu être très forte, à savoir si il avait 1 de l'or pour chaque carte qui est en dessous de vos personnages constamment, là ça aurait été intéressant. Parce qu'il n'aurait pas perdu cet avantage qu'il a, et son coût en tout cas élevé, il n'aurait pas eu de déséquilibre, quoi. Enfin, il n'aurait pas eu euh, de, de malus, quoi. Là ça aurait été intéressant. Là, le fait que tu perds ton lore à tous les tours et qu'il redevient juste un petit crabe mignon, ouais, euh, c'est très décevant. Moi je l'ai testé et franchement ça m'a bien déçu de devoir recommencer à chaque fois, tout le temps, tout le temps, tout le temps, le truc de ok, bah si tu le boostes c'est un loreur à 2, ah génial, magnifique. Si t'as envie de jouer aggro, je pense que Pocahontas est nettement meilleur. Un truc comme ça, même en finisher, en fin de partie ou tout ça, faut vraiment avoir un deck qui est centré sur vas-y, on va mettre plein de cartes en dessous des persos, mais c'est peut-être pas forcément les decks qui vont être très forts sur cette prochaine méta. Donc rien que pour ça, bon voilà, pour moi c'est pas terrible. Ensuite, on va avoir la Elsa Floodborn qui nous ont révélé, c'est dans les premières cartes en tout cas, lors de cette conférence de presse qu'on avait eue, et puis dans le lorecast, Winterspell, c'était l'une des premières cartes en tout cas. C'était rigolo, c'était sympa, mais est-ce que ça va faire quelque chose? Ça, c'est une bonne question. C'est l'une des cartes que j'ai justement pas testé parce que les lieux tout simplement ne sont pas forts. Enfin, y en a, ça commence, on va dire, à être intéressant.
Il y a un lieu qui gagne insaisissable si vous avez un insaisissable exerte dessus. Ok, là on commence à parler, il y a un lieu qui commence à être bien, mais ils sont où les lieux qui ont résistance plus 1 ou des trucs comme ça, notamment en gris par exemple. En gris, vous avez tout à fait la possibilité de mettre vas-y, résistance à un lieu qui coûte 2 ou 3. Et là, peut-être qu'on peut reparler de cette carte et qui serait peut-être intéressante parce que quand vous jouez ce personnage ou quand vous jouez un lieu, vous pouvez épuiser un personnage qui a 3 de force ou moins. Et le temps que ce personnage est dans un lieu, elle a plus 3 de l'or, donc elle serait à 4 de l'or pour 5-5 shift 4. Là, ça serait très intéressant. En plus, qui peut gérer des persos comme on veut, qui est pas très logique avec le fait que, ok, elle gagne 3 de l'or, donc t'as plutôt envie de l'orer avec un truc comme ça plutôt que de trade. Donc là, il y a une certaine incompréhension justement euh, au niveau de ces deux capacités-là. Soit c'est une carte de gestion, soit c'est une carte pour l'orer. Là, les deux, ok, c'est polyvalent, mais j'aime bien quand les cartes sont centrées sur une seule et même stratégie, et voilà, c'est un peu mieux, quoi. Là, ça part un petit peu trop à droite à gauche. Est-ce que c'est une bonne chose? Je sais pas trop. Ça, c'est une carte, justement, comme je l'ai pas testé, je sais pas ce que ça fait en vrai, mais je pense que ça doit pas faire grand-chose pour l'instant, du moment qu'on n'aura pas des lieux intéressants, tout simplement. C'est le problème. C'est le problème de Ravensburger, c'est qu'il faut qu'ils nous fournissent des lieux un peu plus costauds. On passe à la suivante et c'est Lilo. Lilo qui est sympathique. Voilà, mais c'est tout. Pour 2, vous avez une 1-2 qui l'aura 2, ok. Et durant chaque tour adverse, la première fois que ce personnage doit prendre des dommages, elle en prend 0 à la place. On s'en souvient de la petite réponse comme ça qui donne support à quelqu'un et qui du coup, la première fois qu'elle a subi des dommages, la carte qui a eu le soutien, elle a rien. Ok, ça n'a jamais été joué. Pourquoi? Parce que déjà c'est trop lent. Vous avez un l'horreur à 2, c'est sympa, mais je pense que T2, on préférera peut-être mettre une Pocahontas ou une Nala pour speeder un petit peu le truc, quoi. Et peut-être qu'à la rigueur, ça va tenir un tour, parce que oui, c'est cool, ça prend pas de dommages sur les premiers, donc sur le premier, pardon. Donc elle va résister peut-être sur les tour 3, tour 4. Mais au-delà, quand votre oppo il a 3-4 personnages sur le board, vous inquiétez pas qu'il va être malin, il va envoyer Typo en premier et après il va envoyer la sauce, quoi. Donc ça sert un peu à rien voilà, de proposer un truc comme ça quand on peut proposer mieux, comme une Nala, je vous le disais, ou une Pocahontas qui peut quand même l'aurer un peu plus sévèrement. Je pense que c'est ma vision des choses, quoi. Après, je peux me tromper. Je pense que voilà, c'est une carte sympathique, mais qui peut mieux faire, quoi. On peut mieux faire, pardon. On va passer à la suivante, c'est Color of the Winds. Alors ça, il y a beaucoup de débats avec certaines personnes. Il y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment bien. Moi, j'aime bien sur le côté, ok, pour 4, vous piochez 2 minimum. Bah, maximum, ça va être très compliqué de piocher 3. Il faut vraiment qu'il y ait une personne en face de vous qui joue Bico et que toutes ces cartes soient Bico et que du coup vous avez de la chance ou alors vous-même vous jouez que des Bico, ce qui est impossible parce que vous jouez Color of the Wind, rien que ça. Mais il y a un schéma comme ça où ok, vous piochez 3 cartes parce qu'il y en a un qui révèle une carte Bico et puis vous avez une autre couleur. Ok. Le cas où on a tous les deux la même couleur, bon ben je pioche 1 pour 4, ça va arriver, mais plus rarement quand même. Euh, voilà, je pense qu'au meilleur des cas, vous piochez à chaque fois 2 cartes pour 0 entre guillemets si vous avez un chanteur. Si vous n'avez pas de chanteur, cette carte est nulle. Enfin, cette carte est nulle. Cette carte est trop chère pour ce que c'est. Donc, je sais pas, c'est compliqué. L'ayant testé, j'ai à chaque fois pioché 2 cartes. Ça peut être intéressant contre. Enfin,
avec des decks, par exemple, des decks, je mets en vibreur, avec des decks aggro où vous avez, enfin tempo, on va dire, pas aggro, des decks tempo mid-range où vous avez un petit peu de temps, vous pouvez chanter avec ce truc-là, vous prenez 2 cartes, voilà, vous cyclez et vous faites un card advantage de 1. Ok, plutôt cool. Mais est-ce qu'on préfère pas d'autres choses, d'autres cartes de pioche par rapport à d'autres stratégies? Enfin, typiquement, Ohana est nettement meilleure, par exemple, parce que Ohana va proposer une sorte euh, de challenge à votre adversaire de est-ce que ce gars-là joue jaune, ok, donc il faut que je fasse attention à mes trades, il faut pas que je mette 2 dommages sur mon truc là comme ça et sur son truc inutilement, il faut pour réfléchir, c'est la même pression qu'il y avait avec une réponse. Ohana propose beaucoup plus de choses que Color of the Wind, et rien que pour ça, ça en fait un meilleur piocheur. Donc voilà, je pense que c'est intéressant, mais encore une fois, peut mieux faire. C'est pas exceptionnel comme carte de pioche. Ensuite, on va avoir la fameuse Moana. Alors Moana, ça par contre, c'est plutôt cool. Très très cool même. Je sais pas si ça c'est... Je sais pas si on peut le considérer comme une carte exceptionnelle, une carte qu'on peut mettre en S. Je pense pas. Moi, je pense que ça mérite son A parce que ça va proposer quelque chose, c'est sûr et certain. Mais et en plus, c'est une princesse parce que du coup, ça marche avec la Cendrillon. Vous mettez Cendrillon T3 et donc du coup, vous avez votre T4 où vous avez une Moana. Ok, donc vous allez cycler votre main, vous allez à la fin du tour cycler votre main avec la Cendrillon, l'effet de la Cendrillon, et vous allez ancrer une carte ce tour-ci depuis votre défausse. Donc typiquement des vogués ou autre chose, des typos ou des trucs comme ça, vous allez pouvoir ancrer depuis votre défausse. Et ça, rien que ça, c'est broken. C'est vraiment très très cool. On a vraiment une... du coup, on va moins sacrifier notre main et on va avoir une plus large palette dans notre main pour jouer, en tout cas sur les prochains tours. C'est nettement avantageux. Euh, est-ce que c'est bien... est-ce que c'est exceptionnel? Je sais pas. Parce que T4, vous êtes un deck ramp, vous mettez ce truc-là après une Cendrillon, vous proposez rien d'autre que une 4-4 qui l'aura 2 ou qui vous permet d'ancrer depuis votre défausse. Rien que pour ça, c'est cool. Mais est-ce que c'est un tour pertinent par rapport à un autre où vous auriez pu mettre, je sais pas moi, une carte beaucoup plus forte que elle, enfin en tout cas en termes de capacité d'arriver en jeu, qui vous permet peut-être de bannir un truc, par exemple, ou alors je sais pas, de bloquer un deck aggro, etc. Là, contre un deck aggro, typiquement vous mettez une Moana, le gars il va vous dire ok j'ai encore un tour, ok, merci. Ouais. Alors que si vous auriez joué par exemple un John Silver, peut-être que ça aurait été mieux quoi. Donc c'est pour cette raison que voilà, je la mets en A et pas en S. C'est une très 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 bonne carte qui s'ajoute très très bien dans les decks ramp qu'on a. Et pourquoi pas, enfin voilà, ça peut prendre des games, mais ça peut aussi pas vous coller dans les pattes, mais en tout cas vous mettre une petite insatisfaction en tout cas à la jouer si vous êtes dans le mal sur un autre truc quoi, enfin sur un autre détail quoi, contre un autre match-up quoi. Le Chernabog ensuite qui fait son retour, qui était en jaune et qui maintenant est en vert. C'est une 5-4 pour 5 qui l'aura 2. Quand vous jouez ce personnage, vous pouvez mélanger le personnage adverse dans son deck. Et si vous le faites, ce joueur va choisir une carte de personnage depuis sa défausse et la jouer gratuitement. Honnêtement, j'ai été agréablement surpris par cette carte-là. Si vous la jouez en vert violet par exemple, vous avez moyen avec les Anna de retirer une carte de la défausse de votre adversaire. Et ça par exemple, ok, tu la mets en dessous de ton deck, j'en veux pas, dans ta défausse. Et s'il a que des typos ou alors il a des petites 1-1, des trucs nuls dans sa défausse, typiquement ce truc là, vous gérez n'importe quoi sur son board et vous lui dites à la place tu mets ta petite 1-1. Et ça,
Ça, c'est satisfaisant à mort. C'est vraiment très très cool. Donc rien que pour ça, je la mets en A. C'est un très bon anti-bet, mais qui doit être dosé. Faire attention parce que faut bien vérifier la défausse de votre adversaire avant de la jouer cette carte. Et le problème, c'est que quand votre adversaire a des trucs de fou dans sa défausse, eh bien, c'est une carte qui va vous coller dans les pattes, quoi. Donc, à voir. Faut bien réfléchir. C'est une carte qui, juste pour ce défaut-là, mériterait un B, mais qui, mais bien maîtrisée, on va dire, dans un vert bleu ou même dans un vert violet ou des trucs comme ça. Bien maîtrisé. Si votre oppo n'a rien dans sa défausse, c'est une carte de gestion gratos. 5. C'est un truc de fou. Pas gratos du coup pour 5. mais voilà, vous m'avez compris, c'est vraiment une très très bonne carte. Ensuite, on va passer... Pardon, excusez-moi. On va passer sur le Darkwing Duck. Ça, c'est une carte que j'ai pas testée. Ça m'a pas donné envie. Alors, à noter que c'est la première fois qu'on a un Shift 5, un alter, qui n'est pas floatborn. Si vous l'avez bien remarqué, ce personnage-là n'est pas floatborn. C'est juste un storyborn, super-héros, détective. C'est rigolo, on s'en fout. C'est un truc intéressant en tout cas à noter. Shift 5, ouais, c'est un peu loin. Pourquoi pas, ok. Sin 6-8, c'est bien. Salor A2, c'est bien. Durant votre tour, lorsqu'un item, un objet a été banni, vous pouvez payer 1. Et si vous le faites, eh ben, ça inflige 2 de dommages à un personnage que vous choisissez. Donc pour cet effet, c'est cool. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de deck avec des objets, quoi. On parle pas du bleu-gris en Infinity. Là, on parle de la méta corps construit. Et il n'y a rien qui... Il y a des objets, mais je veux dire, les objets qui sont pétables à 1 ou 2 ou des trucs comme ça, bon, c'est pas intéressant, quoi. C'est pas intéressant. C'est typiquement, il y a un objet bleu qui vous dit si vous le pétez et vous payez 1, vous avez ward sur votre prochain personnage, enfin sur votre personnage là. Ouh, cool, c'est génial. Ok, mais vous n'allez pas faire grand chose avec. Et après, ça dit que ce personnage-là peut défier des personnages vilains. Oui, enfin des personnages vilains qui sont redressés, pardon, je sais pas si je l'ai dit. Oui, toutes les capacités comme ça où on pouvait défier des personnages redressés, on n'a jamais joué ces trucs-là. Donc rien que ça, enfin si la seule qui avait été jouée c'était la Cendrillon. La Cendrillon Floatborn qui était assez costaud, 5-5 résistance plus 2. Ça c'était bien. Maintenant, c'est pas un problème de shift ou des trucs comme ça, de support je veux dire, parce qu'on a quelques supports pour Darkwing, dont un support qui arrive tour 1 et qui vous permet du coup de jouer une action qui pour 2 inflige 3 de blessure à qui vous voulez. Ça c'est oui, c'est cool. Mais dans les decks gris actuels, est-ce qu'on a vraiment envie de jouer un Darkwing Duck qui arrive tour 7 ou alors tour 5 au mieux et qui a des effets qui seront peut-être un petit peu useless? C'est ça la question. Donc moi je la mettrais en C voire B, B+, enfin je sais pas. Je sais pas si ça mérite son B en tout cas. Non, ça mérite pas son B. J'ai été tenté, mais non. Lilo ensuite, ça c'est une carte que j'ai pas testé. Pas testé, si j'ai testé, mais qui est beaucoup trop lente. C'est ok, vous avez un petit effet rigolo. Ouais, quand il part à l'aventure, tu peux jouer un personnage qui coûte 2 ou moins depuis ta discard pour gratuit. Ok, ouais, c'est bien. Elle va faire son effet une fois et après, ciao ciao quoi. Donc, trop lent pour les decks en tout cas qui sont autour quoi. Enfin, ça va faire un petit truc. Voilà, T4, T5, et puis après on n'en parle plus quoi. Donc c'est bof. Le Scrooge McDuck, lui,
lui c'est particulier. Lui, il y a des choses à faire. Je dirais pas que c'est une carte exceptionnelle, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec, notamment pour les futurs deck boost, ou alors des decks, des cartes perso qui auront des capacités qui s'activeront quand vous avez une carte en dessous d'elle ou un truc comme ça. Enfin, comme Jojo par exemple, Jojo, une des cartes qui n'a pas boost, mais qui a un effet quand elle a une carte sous elle. Ça, pourquoi pas. Je l'ai testé un petit peu. Avec en combo en tout cas avec Jojo, avec des trucs comme comment il s'appelle, Donald ou des machins comme ça. Un deck centré sur cette strat là, ça peut donner ward et activer plusieurs effets machin en jaune bleu où on a le ramp et après on a quelques persos avec des boosts etc qui activent des capacités etc en veux-tu en voilà. Typiquement un Simba peut-être avec du ramp qui serait joué. Voilà, vous jouez gratuitement des persos depuis dessus de votre deck. Ça peut être très cool. Ça peut être très très cool. Donc à voir ce que ça peut faire. Mine de rien, ça donne aussi ward sur les persos, sur le tour en tout cas, où vous mettez ce perso, ça va mettre ward sur les gars à côté. Ça peut protéger vos gars. Voilà. C'est plutôt cool pour ces effets-là. Après, ça reste aussi Shift 4, une 4-6. Le Shift, alors t'as pas trop. Enfin, t'as pas trop envie de jouer, pardon, le Scrooge qui nous ont sorti sur ce set-là, qui vaut 3. Il est pas intéressant. Tour 3, je pense que t'as mieux à faire. Je pense que cette carte-là arrive, je pense, plus tard dans la partie, quand tu es un peu installé, que tu as des Jojo, que tu as des autres persos sur le board, des persos avec boost en tout cas. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'on va avoir après? On va avoir le Darkwing Duck, effectivement, l'une des premières cartes qu'ils nous ont révélées sur ce set. Pour 4, vous avez une 3-5 qui aura 1. Whenever this character quests, you may put an item card from your discard on the bottom of your deck. Si vous le faites, vous pouvez jouer un item pour 5 ou moins gratuitement depuis votre discard. Il faut des items intéressants. Il faut des items intéressants. Si vous n'en avez pas, c'est nul. Donc, on le met clairement tout en bas. J'ai plus de voix. On va avoir ensuite le Goofy. Ah, alors ça par contre, on peut parler. On peut parler, pourquoi? Parce que, alors pour moi en tout cas, des premiers tests que j'ai fait, que j'ai préparé en tout cas de mon côté, quand vous avez un petit gourou T1 et que vous mettez votre rampe T2 et que T3 vous posez un Goofy et que vous mettez tout de suite petit gourou en dessous du Goofy, ça devient tout de suite une carte 4-4 qui aura 2 qui fait discard une carte dans la main de l'oppo obligatoirement. T3. T4, vous avez moyen de faire un boost 2 là-dessus et là ça devient 2 cartes à défausser pour votre oppo quoi qu'il arrive. Dès qu'il se fait gérer, c'est 2 cartes qui vont sauter. Donc c'est une carte qui te donne pas trop envie, enfin au-delà des 2 cartes, 3 cartes qui sont en dessous de lui, de Goofy, ton oppo n'a absolument pas envie de trade ou de gérer ce Goofy. Et rien que pour cette raison, ça varie pour moi un S direct, parce que c'est très très fort. Ça, vraiment tendu comme ça, vous avez un petit gourou T1, le ramp T2 et T3, vous avez le Goofy. Même si vous faites pas grand chose d'autre après sur les prochains tours, et le feu, ça serait d'avoir un autre petit gourou sur le T4 ou des trucs comme ça, ok. Mais si vous l'aurez à 2 à tous les tours comme ça, vous avez une 4-4 et qui a un petit compte à rebours de ok, à tous les tours, je rajoute une carte et c'est pas une carte que tu vas défausser, mais toute ta main, bah ça fout une pression de dingue à votre repos, quoi. C'est l'une des cartes de discard qui ont un effet très tôt dans la partie. Et pour ça, c'est vraiment très très fort, quoi. Et je l'ai testé, et honnêtement, bah, je discardais 3 cartes à mon oppo à chaque fois que je le jouais, 3 cartes minimum, et ça pesait dans la game de fou, quoi. Vous avez
un truc qui gère quelque chose sur le board, une 4x4. Vous avez un énorme moteur de l'or, avec deux de l'or, c'est quand même bien. Et vous avez une moyen de gestion de main adverse qui est fou, quoi. Donc vraiment une très très bonne carte. Très surpris de voir finalement que ça marche bien. Maintenant, à voir si les gens vont le tester aussi et vont l'aimer comme moi je l'aime. Ensuite, on va avoir le Sven. Le Sven. Alors, moi j'aime beaucoup cette carte. Il y en a beaucoup qui ne la voient pas encore comme une carte exceptionnelle. Je suis désolé pour 4 non ancrables. On s'en fout. Si votre deck il a pas beaucoup de non ancrables, cette carte elle vient mais volontiers dans votre deck, quoi. Vous avez pour 4 une 3-5, une 3, pardon, une 3-5, inverse, une 5-3 rush évasive. Vous gérez tout ce que vous voulez. Vous gérez tout ce que vous voulez sur le board, rien qu'avec cette carte, avec ce Sven qui coûte 4, c'est pas énorme, quoi. C'est pas cher, quoi. Donc honnêtement, peut-être que c'est pas l'une des meilleures cartes, et encore j'hésite même à la mettre en tier S. Est-ce que je la mets en tier S? En fait, c'était une carte intéressante, très très forte, que j'ai utilisée 2-3 fois, qui me permettait de prendre un avantage certain sur l'adversaire à ce moment précis quand je la jouais, ok, mais après, bon, ça faisait pas grand chose d'autre. Il n'y avait pas de conséquences derrière, comme peut l'avoir un Ohana, un Raging, un Goofy ou une Pocahontas, quoi. Donc, je la mets dans le A, je pense qu'elle mérite son A. C'est une très 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 bonne carte de gestion qui peut créer la surprise comme ça. Si votre oppo l'a oublié cette carte, et bien tant pis pour lui. Donc rien que pour ça, voilà, c'est très fort. Ensuite, on va avoir une Mulan qui bien sûr s'inscrit dans le haut du panier. Alors est-ce que je la mets en S ou en A? C'est une bonne question. Elle marche beaucoup dans le deck Dogs, dans le jaune-vert. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un deck qui justement met beaucoup de personnages. Et vous avez notamment un clochard qui dit que bah, le perso que vous choisissez, il gagne plus 1 de force pour chaque autre perso que le clochard du coup que vous avez sur le board. Donc si vous mettez 4, vous avez 4-5 persos avec le clochard, bah, typiquement la Mulan elle gagne plus 4, elle l'aura 5 en un tour. Et dans un deck Dogs qui part énormément à l'aventure, bien évidemment, c'est banger. C'est un truc de fou. Complété avec les petites lady 1-2 qui l'aura 2 quand il y a un clochard sur le board. Bah, si vous en avez 2, vous avez 5 de l'or ici, vous avez 4 de l'or de l'autre côté, vous avez encore un petit truc qui se balade, peut-être une Daisy. Voilà quoi, vous l'aurez à 11 en un tour juste avec une Mulan. Non, c'est trop fort. C'est beaucoup trop fort. Je la mets en S. C'est l'une des meilleures cartes de l'extension qui aura un très gros impact dans cette future méta, je pense. En tout cas, si c'est pas. Enfin, dans Dogs, c'est vraiment la carte, elle s'inscrit vraiment très très bien dans ce deck-là. Elle peut apparaître dans d'autres decks, c'est possible. Mais je sais, j'ai pas testé sur les autres decks, je sais pas ce que ça pourrait donner. On a un vert rouge avec la fameuse chanson qui fait plus 5 de force pour un personnage de votre choix. Typiquement, ça l'aura 6 parce que ça peut l'aurer qu'à 6 maximum. Heureusement qu'ils ont un petit peu restreint le truc parce que sinon ça aurait pu faire des trucs de fou. Typiquement, vous mettez les deux chansons plus 5 de force, bah vous avez 10, 11 de l'or en un tour. Ouais, non, c'est pas bien. C'est pas bien. Donc on limite à 6, hein, on limite la casse. Donc oui, ça peut être intéressant dans du vert rouge, peut-être potentiellement, je sais pas, à voir. J'ai pas testé tout simplement. Je pense que ça peut faire des choses, mais je le préfère dans le Dogs, où là ça a totalement sa place. C'est un perso qui coûte pas cher, ça coûte que 2. Ça va de pair avec justement ce clochard. Le problème du Dogs, c'est si vous n'avez pas de soutien dans votre deck, donc peut-être que les Hello Nui pourraient rentrer.
dans ce deck Dogs. Parce que bah, du coup, si vous n'avez pas le clochard, cette Mulan, elle lore que à 1, quoi. Après, elle tank 3 de dommages, pardon. Mais c'est tout. Donc, attention à ça. On a Rookie. Rookie, pour 7 ou pour 5 shift, vous avez une 6-6 qui aura 2, qui a insaisissable et qui, durant votre tour, 2 fois, vous pouvez, si vous choisissez ce personnage comme cible pour une action ou un item, alors du coup un objet, une capacité d'un objet, eh bien vous pouvez le redresser uniquement 2 fois dans le tour. Donc ça veut dire que dans le cas idéal, vous partez à l'aventure avec ce truc là, vous l'aurez à 2, vous le choisissez pour une action, vous le redressez, vous partez à 2 encore une fois et vous pétez un objet, vous le choisissez encore pour une capacité, pour sa capacité, et du coup vous le redressez, vous repartez à 2. Donc vous gagnez 6 en un tour juste avec lui. C'est rigolo, mais je pense que ça va pas avoir un truc exceptionnel, un rendu exceptionnel. Typiquement, enfin c'est... Alors, il y a une carte en jaune, la maman de Rox, qui du coup est la... Je sais pas comment elle s'appelle, la petite vieille là. Cette carte-là pour 6, si vous jouez jaune-vert avec du Bobby qui pioche, défausse, ou défausser ce Rox, et que après tour 6 vous jouez cette grand-mère qui dit que ah bah vous pouvez reprendre une carte de votre défausse, carte de personnage, et si en plus c'est un Rox, et ben vous pouvez jouer gratuitement. Il y a peut-être un truc comme ça, un petit délire à faire avec voilà, vous avez déjà joué Rox une fois, vous l'avez shifté sur un support, vous l'avez envoyé valdinguer sur un Prince Philippe, ou alors le Prince Philippe vous l'a envoyé valdinguer, tout simplement, vous jouez cette petite grand-mère, vous leur prenez votre Rox et vous rejouez encore un petit peu, hein, d'accord, vous l'aurez un petit peu à 6 là, bon, très bien. Mais si vous ne l'avez pas, ben, vous n'allez pas le faire. Donc je sais pas, c'est pas très fort quoi. Enfin, c'est pas très fort. C'est intéressant, mais à voir ce qu'on peut faire avec quoi. Ensuite, on a le Bambi. Alors, le Bambi, par contre, le Bambin, lui, intéressant. Très intéressant. Vous avez une 3-5 pour 4. Vous avez Boost 2. Durant votre tour, whenever this character exert, donc quand il devient épuisé, vous révélez un nombre de cartes depuis votre dessus du deck égal au nombre de cartes qu'il a en dessous de lui. Et après, du coup, eh bien, vous allez révéler toutes les cartes personnages qui sont dans ces cartes-là, et vous allez les mettre dans votre main. Et vous allez mettre le reste, du coup, en dessous de votre deck. Dans l'ordre de votre choix, bien sûr. Ce qui veut dire que si vous jouez un deck full perso presque, bah, du coup, vous avez moyen de faire, s'il y a 2-3 cartes dessus, bah, vous allez piocher 2-3 cartes. En partant à l'aventure avec. Enfin, ou en tout cas quand il devient épuisé. Le problème de épuisé, c'est que du coup il se fait target juste derrière. C'est une 3-5, ça va. Pour 4, ça va, c'est pas trop cher. Donc finalement, est-ce que ça peut faire quelque chose en jaune-bleu, encore une fois, avec des Picsou par exemple, qui peuvent vous permettre de mettre des cartes sur lui. Vous avez aussi le Mickey qui est rare, je crois, qui dit qu'à chaque fois qu'il part à l'aventure, vous mettez une carte sous le Mickey, et quand il est banni via un défi, le Mickey, bah, vous mettez toutes les cartes qui sont en dessous de lui sur un personnage de votre choix. Donc typiquement, vous le mettez après sur le Bambi, vous avez 3-4 cartes dessus, voilà, vous allez faire un pioche 3 à tous les tours s'il n'est pas géré, ok, c'est cool, mais vous garantir que ces cartes là ça tient pas non plus long feu quoi. Ça fait son effet une fois, c'est bien, et après ça dégage. Donc ça mérite son petit A. C'est une très bonne carte qui peut vous permettre de piocher beaucoup potentiellement, de bien se protéger, de bien tanker, de bien taper finalement, taper raisonnablement, pas non plus, c'est pas non plus un truc de fou, c'est pas une 4-5 non plus quoi, c'est une 3-5, mais pour 4, why not? Why not? Je pense que ça peut faire des choses. Maintenant, on verra bien ce que ça donnera sur cette future méta. On est bientôt à la fin. On a maintenant cette Pocahontas à regarder. Cette Pocahontas, pour moi, c'est un des bangers de l'extension. Ça, c'est une carte qui va remonter encore à un autre niveau les decks tempo.
ou les decks aggro en tout cas, qui vont mettre une Pocahontas sur le T2 ou sur le T3 avec l'autre Pocahontas qu'on a, et qui va tout de suite se dire ok gars, j'ai 2 Daisy, t'as des boards, t'as du board, ok, mais moi j'ai une Pocahontas ce tour-ci, je pars à l'aventure avec cette Pocahontas, voilà, je la shift, et du coup je pars à l'aventure avec tout aussi à côté, et tu sais quoi, on pourra pas défier jusqu'au début de mon prochain tour. C'est encore un tour que tu gagnes, et dis-toi bien que en deck tempo ou aggro, quand tu gagnes encore un tour supplémentaire pour l'oré, c'est souvent très fort. C'est souvent très fort. Ça peut vraiment te faire gagner une game. Ça me rappelle un tout petit peu le Simba floatboard qu'on avait eu sur le set 6 ou 7, je sais plus. Je pense que vous vous en rappelez. Le Simba qui redressait tous les personnages qui étaient épuisés, à part lui-même. Ça, c'était vraiment. Il y a un moment, Frank Karsten l'avait joué et ça avait gagné un tournoi ou je sais pas quoi. Enfin, je ne me souviens plus, ou ça avait fait une bonne perte dans un DLC ou je sais plus. Bref. En tout cas, c'était plutôt cool, et beaucoup de gens se sont mis à le jouer juste après. Après, c'est vite parti parce que méta contrôle. Je crois qu'il y avait encore les. Je sais plus quel stat il avait, mais je crois qu'il y avait encore tout ce qui était Madame Medusa et compagnie. Donc voilà. Typiquement, avec les Madame Medusa, on n'aurait jamais joué cette carte-là. Là, c'est pas le cas. Il n'y a pas ce truc-là. Donc ça mérite tout à fait sa place de tier S pour moi. Je l'ai testé, je l'ai joué au moins 3 fois, 4 fois. Et à chaque fois, ça embêtait beaucoup mon adversaire. C'était très très fort. Donc ça me faisait gagner en tout cas un tour, et ce un tour est essentiel pour gagner 6 de l'or d'un coup comme ça. Donc 6 plus 6, ça fait 12, t'as fait la moitié du travail. GG garçon quoi. Anna, ça c'est pareil, c'est une carte aussi qui est discutable, tout ça, tout ce que vous voulez. Mais pour moi, c'est bien évidemment une carte très très forte. C'est vraiment l'une des meilleures cartes de l'extension. Beaucoup se disent ouais c'est nul, c'est juste une 5-5 qui arrive T2 potentiellement. Ouais ok, on s'en fout de ton truc. T'as une 5-5 T2 qui chante à 5, je peux te garantir que déjà c'est déjà une bonne chose. Hein. Typiquement hein, c'est une carte qui peut gérer n'importe quoi sur le board. C'est une carte qui peut te l'aurer au minimum à 2 voire 3 dès le T3. Rien que pour ça c'est bien. Et surtout, c'est dans le cas où ça arrive sur le T2 quoi. Et surtout c'est si vous le jouez middle game ou late game, c'est une carte, si votre oppo ne la gère pas, ne peut pas la gérer parce qu'il a pas assez de power sur le board, ou alors il n'a pas de carte pour la cibler, ça peut vous sauver une game dans un deck tempo ou dans un deck aggro potentiellement. Ça peut vous faire la game quoi. C'est un truc, vous allez récupérer l'horreur à 3 de votre défausse, vous l'aurez à 4 avec un truc comme ça. 4 c'est énorme. C'est l'une des meilleures cartes pour moi de l'extension. Voilà, dans tous les cas, ça va être pratique. Vous virez une carte de la défausse de votre adversaire, vous remettez des cartes de votre défausse dans votre deck. On n'a pas encore ce truc là de vas-y, on mélange le deck et puis on peut retrouver les cartes qu'on a mis dedans. Ça, on s'en fout, mais c'est plutôt pour son lore et pour son champ juste à côté, en étant un gros body. Ça aurait été une 2-5 ou une 3-5 ou un truc comme ça aurait été beaucoup plus bof quoi. Une 5-5 ça tape, donc si votre adversaire veut le gérer, bah vas-y, envoie 2-3 personnages dedans, ça me va tout à fait quoi. C'est vraiment très fort. J'ai gagné au moins 3-4 parties avec ça aussi, pareil. J'ai joué le jaune violet au moins sur, je sais pas, j'ai pas fait beaucoup de parties avec ce truc là parce qu'il y avait beaucoup à faire, mais j'en ai peut-être fait 5-6, un truc comme ça. Ça m'a fait quand même gagner beaucoup de fois. Donc voilà, c'est une très très bonne carte pour moi. Ensuite, on a Angela qui est. Oula. Voilà. Angela qui est sympathique, hein, mais est-ce que c'est intéressant? Je ne sais pas. Pour 3, vous avez une 2-3 qui dit que quand vous jouez ce personnage, vous pouvez donner à un de vos personnages Challenger +2 et Résiste +2 jusqu'au début de votre prochain tour.
pour 3, c'est plutôt cool. Ou si vous mettez ça sur un jaune-gris, voilà, vous mettez ça sur une bête qui est aggro comme une Daisy, ou alors vous mettez ça sur, je sais pas moi, comment il appelle ça, un Gantu par exemple qui arrive T1 qui est une 3-3 par exemple. Si vous faites des trucs comme ça, bah, ça peut être cool. Vous avez un frappeur à 5 pour le Gantu et qui résiste 2, c'est énorme. Vous avez une grosse bestiole, mais est-ce que c'est pertinent d'avoir un truc comme ça contre des decks aggro? Tout ça, c'est oui, parce que vous allez pouvoir aller chercher des Daisy et d'autres choses plus facilement. Mais voilà, c'est pas exceptionnel, mais c'est une bonne carte qui peut s'ajouter dans vos decks, quoi. On avait eu aussi la Lilo qui donnait Challenger +2 à tout le monde, je crois. Ça n'a pas été trop joué, donc à voir. Resist +2, ça a créé peut-être la différence, peut-être, je sais pas. Et enfin, la deuxième capa qui dit Eternal Night, donc ça veut dire que toutes vos gargoyles qui ont Stone by Day, bah, ils perdent la capacité, donc du coup ils peuvent se redresser. Honnêtement, ça je trouve ça anecdotique parce que les gargoyles, souvent, même s'ils étaient redressés, bah vas-y, plafonne-toi dedans, mec, ça me va tout autant, quoi. Donc pour ce truc-là, je suis pas fan, donc voilà, je la mets ici. C'est pas une carte exceptionnelle, mais c'est pas l'une des meilleures cartes en tout cas pour moi. Même si. Ouais. Ah, je sais pas. Elle pourrait mériter son A quand même. Le côté résiste +2, ça m'intéresse beaucoup. Le problème, c'est la pertinence de le jouer sur le T3. Quand vous avez très peu de choses en face, hormis contre les decks aggro où c'est broken. Vous avez un deck rampe en face de vous et qui a un typo qui est encore redressé. Bon, bah, cette carte, elle va pas vous servir à grand chose, quoi. Donc voilà, je la mets là sur le B. C'est une bonne carte, mais peut mieux faire, quoi. Enfin, on va avoir le John Smith, Bodyguard 3-6 pour 5 qu'il aura 2 et toutes les capacités que vous avez d'action ou de capacité tout court de personnage, d'objet, peu importe que votre adversaire a, il va devoir cibler ce John Smith à chaque fois. Il y a eu un truc avec sur les lives de Boba, il y avait quelqu'un qui demandait justement est-ce que, enfin, Boba était persuadé que avec par exemple le chat de Cheshire, on était obligé de cibler 2 fois le John Smith pour la capacité de ce chat. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Moi, je trouve que ça doit être ça. Ça doit être entièrement ça la capacité, hein, parce que c'est à chaque fois que vous devez choisir, enfin que votre oppo doit choisir une cible, il doit choisir lui à la place. Donc c'est toujours du début à la fin John Smith. Donc pour ça, c'est vraiment très fort. Ça peut vous protéger déjà le board parce qu'il a bodyguard et ça peut vous protéger aussi le board par les capacités et compagnie quoi. Donc c'est vraiment une carte de fou. Je l'ai pas testé malheureusement, j'ai pas eu le temps de voir si c'était très fort ou non, mais je pense que ça peut peut-être mériter un tier A. Ouais, je pense que je vais la mettre en tier B juste parce que je sais pas ce que ça peut valoir. Je l'ai pas testé comme je vous dis, donc je n'ai pas vu l'étendue des dégâts que ça peut produire, quoi. Et est-ce qu'on peut contourner le truc très facilement, voilà, tous ces trucs là, quoi. Donc voilà, le pauvre John Smith je le mets en B, mais après ça reste des très bonnes cartes, mais voilà. On verra bien, on verra bien. J'attendrai que quelqu'un me montre si c'est fort. Je pense. Le Donald Duck pour 4, vous avez une 4-4 qui dit que whenever you use boost abilities of a character, you may put une carte supplémentaire au-dessus de votre deck en dessous de lui. Et durant le tour adverse, quand il y a un personnage qui est banni, qui avait une. Alors attends, whenever one of your other characters is banished, you may. Ah non, c'est carrément tous les personnages que vous avez. Oui, non, c'est ça. You may draw a card for each card. Ouais, c'est ça. C'est pour tous les personnages, c'est assez subtil, c'est tous les personnages, mais ceux qui avaient une carte en dessous d'eux, hein, eh bien, vous piochez une carte pour chaque carte qu'il avait en dessous de lui, quoi. Ça peut être intéressant. Le truc, c'est que lui, il se fait target direct, quoi. Il se fait target direct et rien que pour ça, je le mets en B parce que c'est un peu dangereux. J'ai plus de place dans mon B là, il y a trop de cartes en B. C'est un peu, ouais, c'est un peu fragilos.
ça peut être intéressant, mais il faut vraiment que le deck il tourne bien et que si tu peux protéger Donald Duck, ça serait mieux quoi. Avoir à jouer avec le Goofy qui donne ward à toutes les cartes vertes, peut-être des choses à faire. Cette fois-ci, la Belle, et c'est la troisième dernière carte qu'on a à voir. La Belle, elle, par contre, c'est Brokenis, Sam Brokenis. C'est très très fort. C'est vraiment. C'est pour 4, vous avez un perso qui, déjà de base, va aller dans votre réserve d'encre. Vous jouez pas votre T4 pour rien, quoi. C'est un T4 qui aura 2, qui est une 2-3, qui dit que tous vos persos, eh ben, ils vont être bannis, ils vont être envoyés dans votre réserve d'encre. Et si c'est elle qui est juste target direct, bah, elle va se recycler et ça va être une double encre dans le tour. C'est plutôt cool, quoi. C'est vraiment très très fort, que ce soit en Blurple, que ce soit en ce que vous voulez, en bleu-gris, en bleu, jaune, peu importe. Ça va être excessivement joué, je pense ça. Très 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 fort. En tout cas, de ce que j'ai testé, ça faisait un boulot de fou, quoi. C'est génial. C'est génial. J'adore. Je suis fan. Scrooge McDuck, pour 4, vous avez une K3 qui dit que whenever this character quest, quand il part à l'aventure, chaque adversaire perd un éclat de lore et vous piochez une carte pour chaque lore qui a été perdu. C'est une carte multi, hein, vous avez 3 oppos en face de vous, vous piochez 3, c'est cool. Quand vous en avez qu'un seul, c'est bof. Et à la fin de votre tour, si votre adversaire, si un de vos adversaires, encore une fois, en multi, a 0 de lore, et bien vous gagnez 1 de lore. Ok. C'est pas exceptionnel. C'est vraiment une. Enfin, je l'ai pas testé, mais rien que là comme ça, je pense que ça va pas casser 3 pattes à un canard, comme on dit. Vu que c'est un canard, t'as compris. Voilà. Bref. Ralph Lacasse, pour 7, vous avez une 3-4 qui booste 1, qui l'aura 3. Ce personnage a plus 1 de force pour chaque carte qu'il a en dessous de lui. Et lorsque ce personnage est banni, vous bannissez tous les personnages qui ont une force égale ou moins élevée que ce personnage. C'est un anti-bet de masse pour 3, enfin pour 7 en tout cas, mais 3 de 3 de force ou moins. Bon, faut le booster, sinon le gamin il va pas faire grand chose, quoi. Et étant donné qu'il coûte 7, bon, ça en fait une carte qui sera peut-être pas forcément très très jouée, quoi. Donc je pense que je la mets là. J'ai pas testé, j'ai pas vu ce que ça peut donner. Mais mine de rien, de prime abord comme ça, là, ça m'a pas l'air de faire très très mal. Je pense que typiquement on préférera jouer un Raging Storm pour Vras le board plutôt que de jouer un truc comme ça, quoi. Il faut voir en plus en rouge qu'est-ce qui pourrait être chopé, machin, enfin. Je sais pas ce qu'il y aurait à builder avec le rouge, donc ouais, c'est pas exceptionnel comme carte, pardon. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. On a vu toutes les cartes qu'on devait voir dans cette extension, en tout cas des légendaires et des super rares. C'était un petit peu, voilà, ma notation que j'avais à vous offrir sur ces cartes-là. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec cette tier list. Si vous ne l'êtes pas, eh bien, argumentez dans les commentaires, bien évidemment. On n'oublie pas, pardon, de s'abonner. Oui, on peut s'abonner, mais de follow et de s'abonner sur YouTube, c'est ça, oui, c'est perturbant. S'abonner sur YouTube, on n'oublie pas, on met un petit pouce vers le haut et un petit commentaire, comme je le disais. On n'oublie pas aussi de me follow sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. Et aussi à me follow sur Twitch. On se retrouve régulièrement pour faire des lives. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live. Et sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.